Il se trouve que depuis un certain temps, je suis interpellé par des personnes d'une vie précédente que j'ai eue, comme la plupart d'entre nous, qui m'interpellent sur un sujet qui touche bon nombre d'entre nous, à savoir la réaction que l'on doit avoir et que l'on peut avoir face aux personnes de notre vie qui sont néfastes, qui sont négatives, qui empoisonnent la vie des uns et des autres et de manière générale de tout le monde. Comment doit-on faire? Quelles sont les attitudes à tenir? La lutte permanente, la fuite. Cette question interpelle beaucoup de gens. Et étant passé par là, il y a maintenant un certain nombre d'années, j'ai une vision beaucoup plus détachée de ce problème qui me permet d'y répondre relativement sereinement. Voilà comment se présente le problème. Nous organisons notre vie comme nous l'entendons, comme nous le pouvons dans nos jeunes années et nous essayons de faire au mieux pour vivre dans un contexte aussi agréable que possible. Et dans ce contexte-là, certaines personnes apparaissent qui s'avèrent être des personnes qui dérangent, qui gênent et qui peuvent même parfois être très nuisibles. Alors il y a de tout. Il peut s'agir de connaissances, d'amis, mais il peut également s'agir de personnes de notre propre famille, voire même parfois de notre famille très proche, comme des parents ou des enfants. Comme je le dis très souvent, nous nous trouvons dans ce cas-là dans la situation de l'agriculteur qui a une terre qui se trouve être infertile, qui s'obstine à essayer malgré tout d'entretenir sa terre, de la retourner, de la labourer, mais tout son travail sera malgré tout toujours réduit au minimum du fait qu'il se trouve sur une terre qui n'est pas fertile. Et cela est un petit peu la situation dans laquelle on se trouve lorsque l'on est dans un contexte de vie qui est néfaste, qui n'est pas fertile, soit du fait des connaissances que nous pouvons avoir, dont il est possible de se séparer. C'est encore le moindre mal, même si cela peut être douloureux, soit du fait d'un contexte professionnel difficile, ce qui est déjà un petit peu plus compliqué, soit du fait d'un contexte familial compliqué. Et là, ça devient très difficile à résoudre, car on ne peut pas changer de contexte familial, ou alors cela demande vraiment une force de caractère énorme pour se détacher, parfois très violemment, de ce contexte et en changer. Alors je vais prendre le cas le plus extrême, c'est-à-dire le cas d'un contexte familial nocif, comme il en existe malheureusement beaucoup plus qu'on peut le penser. Alors deux choses. Il y a tout d'abord les personnes qui veulent diriger les autres. Cela constitue le premier des poisons. Car toutes les figures sont envisageables dans ce cas-là, du combat permanent pour se défendre de ces personnes-là, au travail que l'on doit faire sur soi-même, soit pour accepter une certaine soumission, soit pour ne pas y céder. Ce contexte-là est nocif. Et le deuxième poison est le poison distillé par les personnes qui divisent. Les personnes qui divisent, généralement, cherchent à régner, cherchent à diriger. Et bien entendu, on retrouve très souvent des personnes qui veulent diriger, qui divisent. C'est pour cela que l'on trouve ce profil-là, très souvent, dans le cas de familles où il y a une nocivité dont il est parfois difficile de détecter l'origine et qui se trouve donc quasiment toujours dans ces personnalités-là de personnes qui veulent diriger et qui divisent pour mieux régner. Alors lorsqu'on se demande qui sont les personnes qui ont ce profil,
eh bien ce ne sont pas forcément les personnes qui en ont le plus l'apparence. Bien entendu, les personnes qui en ont le plus l'apparence sont les personnes détentrices apparemment d'autorité. Donc en général, les hommes, les pères, etc. Mais bien souvent, les personnes qui sont nocives ne sont pas ces personnes-là, parce que les personnes détentrices d'autorité, en général, essaient de maintenir une ligne directrice de manière à ce que les choses fonctionnent correctement. Ce n'est pas pour autant qu'elles cherchent à avoir le pouvoir que la vie leur a en apparence donné en tant que personne détentrice d'autorité. Par contre, on va très souvent trouver des personnes, comme des mères par exemple, qui ne sont en apparence pas des personnes détentrices d'autorité, qui sont en apparence des personnes douces et gentilles, qui seront des personnes qui auront besoin de diviser pour diriger, pour régner. Chez un homme, les choses sont beaucoup plus visibles, puisque l'homme est autoritaire, cela se voit, il ne se cache pas, et donc finalement les choses sont claires. Alors que pour une femme, généralement, les choses ne sont pas si simples, et donc elle doit user de ruse. Et donc chez la mère castratrice par exemple, eh bien cela ne se voit pas. C'est ainsi que parmi les nombreux cas similaires que j'ai eu croisés dans ma vie, l'un des cas les plus extrêmes fut la mère de mes enfants, qui a fait croire dès son plus jeune âge à toute sa famille que son père, son propre père, avait abusé d'elle depuis l'âge de 11 ans, sans vraiment abuser d'elle. Elle affirmait que le week-end, en revenant de pension, en l'absence de sa mère, qui travaillait dans un supermarché, celui-ci, sans jamais l'avoir violée, avait sur elle des gestes obscènes, des attouchements, etc. Cela avait duré toute son enfance, selon ses dires bien entendu, faisant d'elle une victime traumatisée à qui l'on ne pouvait que tout pardonner, tout excuser, tout passer. Et c'est là que le schéma psychologique devient extrêmement clair. Pendant toute son enfance et sa vie, elle réussit à entretenir un flou artistique auprès de certaines personnes de sa famille, mais pas d'autres. C'est ainsi que certaines personnes qui auraient fait exploser le mensonge au grand jour, tels que son frère ou que son oncle, ne devaient surtout pas être mises au courant sous prétexte que celles-ci auraient eu des réactions inconsidérées. En réalité, non. Ces personnes ne devaient pas être mises au courant car elles auraient fait sortir le mensonge au grand jour. Et cela a marché pendant longtemps, puisque sa propre nièce, la fille de son frère, a donc eu pendant toute son enfance l'impossibilité de pouvoir voir son grand-père seul, soi-disant sous prétexte qu'elle aurait été en danger, ce qui était bien sûr un pur mensonge. Alors bien entendu, lorsque des personnes ont ce profil-là, on ne peut pas s'attendre d'elles que ce soit un accident. Cela est un trait de leur caractère qui sera présent tout au long de leur vie. Lorsque nous nous sommes séparés, elle a donc utilisé exactement le même genre de stratagème en prétextant d'autres travers de ma part purement inventés, bien entendu, exactement comme elle l'avait fait avec son père. Et bien entendu, il y a eu toutes les personnes soit naïves, soit un peu bêtes, soit les personnes également qui aiment bien croire que la personne dont on parle a effectivement commis ce dont on fait courir le bruit qu'elle serait coupable en sourdine. Cette personne ayant souvent été une personne détentrice d'autorité, comme c'est le cas des pères ou des maris bien souvent. Et dans ce cas-là, il y a un schéma psychologique qui fait que les personnes comme les enfants, comme les femmes, comme les belles familles par exemple, voire parfois la propre famille de la personne, tendent à croire à ces choses-là, ou plutôt tendent à avoir envie de croire à ces choses-là, par un effet de revanche vis-à-vis d'une personne qui, par le passé, fut le grand frère, le mari, le père. Dans les années 90-2000, en cas de divorce, les avocats avaient pour stratégie d'accuser le père d'attouchement sexuel, et le père se retrouvait dans une sale situation où il était présumé coupable, même si cela était contraire à la loi. Eh bien, c'est le même phénomène, de la même manière que dans les années 2015-2016, il y a eu la mode éphémère des pervers narcissiques. À cette époque-là, les pères étaient non plus suspectés et accusés d'être des pédophiles, mais des personnes violentes et dangereuses dont il fallait absolument se prémunir.
Alors, ce qui est dramatique quand même, c'est que ces personnes divisent, détruisent des familles, qu'en général, les gens, à un moment donné, s'en rendent bien compte. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a eu division, exactement comme dans la division cellulaire, une cellule va donner deux cellules. Et que les deux cellules, faisant leur vie chacune de leur côté, à un moment donné, il est trop tard. Et on ne peut plus regrouper ce qui a été brisé, ce qui a été séparé à un moment donné. Donc même si l'on comprend finalement ce qui s'est passé, même si l'on comprend la culpabilité de la personne qui a agi ainsi, eh bien on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus rassembler ce qui a été éparpillé, car la vie a continué et que de nouvelles cellules se sont constituées, de nouvelles vies ont vu le jour, et que l'on ne revient pas sur le passé, surtout lorsque les choses se sont passées de manière aussi dramatique que cela, et que personne n'a été capable, en temps voulu, d'enrayer le phénomène. Très jeune, en ce qui me concerne, j'ai voulu savoir la vérité, en sachant tous les risques que cela pouvait comporter. Et donc, j'ai écrit une lettre à mon beau-père pour avoir une discussion avec lui. Alors, ce fut compliqué parce que celui-ci sentait quelque chose, mais il ne savait pas vraiment exactement de quoi il s'agissait en fait. Et donc, ça a été assez compliqué pour moi de lui expliquer ce qu'il en était. Et là, j'ai vu la personne réagir de manière absolument honnête, tombant totalement des nues, et les yeux dans les yeux quand même. Je pense que l'on détecte si quelqu'un ment à un moment donné, et j'ai détecté une personne parfaitement honnête. Par la suite, ce sont mes propres parents qui l'ont connu, qui ont fait sa connaissance, et qui ont confirmé mon sentiment, qui était que tout cela était le fruit du délire d'une adolescence de mythomane, ni plus ni moins. Le problème est que mon premier fils était déjà né à l'époque, et que j'ai donc préféré ne rien dire. Et bien sûr, par la suite, le même schéma s'est reproduit avec moi. Alors cela est beaucoup moins gênant, bien entendu, parce que si l'on ne peut pas empêcher son père d'être son père, par contre, une personne avec qui l'on vit peut sortir de notre vie et on peut continuer sa vie sans elle. Donc, quelque part, c'est beaucoup moins grave, si ce n'est, par contre, pour mes enfants qui, eux, ont subi le même sort que donc leur grand-père, qui, lui, par contre, ne pouvait pas sortir de sa relation avec sa fille. De la même manière, mes enfants n'ont pas pu sortir de leur relation avec leur mère, et donc cela est naturellement bien plus grave pour eux. Mais quant à moi, malheureusement, je dirais, eh bien, je suis dans la situation d'une personne qui s'est retrouvée à recréer une autre vie différente, dans laquelle finalement, tout comme dans la mitose, la cellule s'est divisée pour recréer une autre cellule et donc une autre vie, comme cela est dans l'ordre des choses et comme cela se passe dans la vie en général. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit, tu l'as dit. Oui, je rends la monnaie et je n'ai pas fini de rendre la monnaie, puisque comme je l'ai déjà annoncé, ma biographie, ou plutôt une partie de ma biographie, est déjà enregistrée et programmée pour être diffusée à partir du début du mois d'avril 2025. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, de toute façon, tous les détails, et quand je dis les détails, c'est bien tous les détails, seront donnés dans ma biographie à partir de ce début du mois d'avril 2025. Et donc les personnes qui malheureusement n'ont pas bien compris ce qui s'est passé, se sont parfois fourvoyées, ont parfois eu envie, pour des raisons exposées précédemment, de croire des choses qui étaient fausses, eh bien devront à ce moment-là affronter la vérité tout simplement, et ce qui n'est que normal, puisque de toute façon, comme on le dit, la vérité ressort toujours. Il suffit de savoir être très patient et de prendre son temps. D'autant que si l'on y réfléchit bien, ce
que nous aurons vécu dans les années 90-2000 pour les hommes qui ont été victimes des fausses accusations de pédophilie, même si cela peut certes avoir existé, et de même que ceux qui ont été victimes d'accusations de pervers narcissiques, etc., eh bien, malgré tout, cela donne un vécu intéressant. Et je suis extrêmement bien placé, il faut le dire, en tant qu'enseignant, etc., pour un jour pouvoir organiser des conférences publiques sur le sujet, ce qui, j'en suis sûr, intéressera énormément de gens. Car s'il y a des hommes qui sont des pervers narcissiques, voire des pédophiles, il y a aussi des hommes qui sont honnêtes. Et c'est peut-être même la majorité des hommes quand même. Je pense qu'il serait donc bon de leur faire justice. Car si des hommes commettent des actes répréhensibles, eh bien il y a aussi des femmes qui commettent des actes répréhensibles. Et la justice doit être équitable pour les deux, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc lorsque des hommes se comportent mal, cela doit être dénoncé. Mais lorsque des femmes se comportent mal, cela doit également être dénoncé de la même manière. Si certains hommes se comportent mal, cela est indéniable, il y en a qui se comportent très bien, et je dirais que c'est la majorité. De la même manière que si la majorité des femmes sont irréprochables, il y en a qui se comportent de manière absolument ignoble, qui mentent, qui diffament, qui volent. Et tout cela sera mis sur la table en temps voulu. Cela me paraît nécessaire, car nous vivons actuellement une mode des hommes présumés coupables du simple fait d'être un homme, de même qu'il y a eu à un certain moment la mode des pères présumés pédophiles, du fait qu'ils étaient un père, de la même manière qu'il y a eu également la mode des pères pervers narcissiques. Ces modes doivent être combattus, et c'est cela que je m'apprête à faire par ce cycle de conférences que je m'apprête à organiser d'ici un certain temps. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie.